Pour en imposer à ses sujets comme à ses rivaux, chacun des rois s'efforce de vivre dans les palais les plus somptueux, de faire édifier les temples les plus luxueusement décorés, pour marquer son règne de façon éclatante. Le monde maya présente une unité culturelle, mais pas vraiment d'unité politique. Chaque grande cité demeure indépendante en cultivant sa spécificité. Mais à partir du moment où le système de la royauté sacrée est inventé et se répand, effectivement, la tendance est à la formation de ce qu'on appellerait, nous, dans notre terminologie occidentale, parce qu'on a des références, des cités-États, mais des cités-États qui sont loin d'être stables. Un certain nombre d'entre elles ont eu des prétentions à couvrir des territoires relativement vastes. D'autres sont restées à des niveaux beaucoup plus modestes. On peut avoir des cités-États avec simplement quelques kilomètres carrés soumis. D'autres qui, c'est le cas pour deux d'entre elles notamment, Tikal et Calakmul, ont manifestement eu une prétention hégémonique et d'ailleurs sont rentrées en conflit les unes avec les autres. Le monde maya classique compte jusqu'à 70 cités indépendantes, voire plus, qui tantôt s'affrontent, tantôt passent des alliances. Chaque cité-État doit s'organiser pour subvenir complètement à ses besoins. Les vestiges des cités mayas ne révèlent que le cœur des villes, où résidait le roi, l'aristocratie, les prêtres et les soldats. Selon les spécialistes, le centre de Tikal couvrait à peu près 9 km² et abritait quelques 8000 habitants. Englobant une zone beaucoup plus vaste, le Grand Tikal s'étendait sur 120 km² et comptait jusqu'à 60 000 habitants. Osvaldo Gomez part en exploration pour retrouver les faubourgs de la cité. À la périphérie des villes, sur plusieurs kilomètres, se trouvaient les zones où vivaient les paysans, dans de simples maisons. Il y a plein de structures, des milliers de structures à peine visibles. Il faut vraiment y prêter attention, parce qu'elles ne dépassent pas 20 à 30 cm de haut. Il est difficile aujourd'hui de se représenter l'ampleur de ces faubourgs, où les constructions, modestes, ont presque totalement disparu. Une reconstitution nous permet de découvrir cet habitat rudimentaire, réservé aux paysans. Murs en torchis, toits de branchage, le minimum pour vivre et travailler. L'agriculture était une activité de première importance, si l'on considère le nombre de bouches à nourrir. Les cités mayas posent de nombreuses questions aux spécialistes, et en particulier celle de l'eau. Tikal n'a pas été bâti à proximité d'un fleuve ou d'une rivière. Le problème est aggravé par la nature géologique du sol. Nous sommes en présence de couches calcaires. La roche est poreuse et le sol fracturé. Dans cette région tropicale, les pluies sont abondantes quelques mois par an pendant la saison humide. Mais l'eau de pluie est immédiatement absorbée. Vernon Scarborough, professeur à l'université de Cincinnati aux États-Unis, fait partie des archéologues qui étudient le rapport d'une civilisation à son milieu naturel. À Tikal, l'eau est au centre de ses préoccupations. Comment faisaient en effet les 60 000 habitants de cette cité pour vivre, alors que l'approvisionnement en eau semble si problématique? Si vous regardez juste au-dessus à gauche, vous voyez des traces d'enduit. En examinant les monuments et les habitations, on remarque en effet des traces d'enduit un peu partout. Tous les bâtiments semblaient en être couverts.
La quantité d'enduit est considérable. Je pense que la totalité des bâtiments que vous voyez ici ont été couverts sur toute leur surface et ensuite peintes. En plus de cela, il y en avait sur toutes les places, dans les patios et sur les toits. Rien n'était oublié. Cela représente des quantités énormes d'enduit. Mais au final, cette protection qui imperméabilisait les surfaces permettait aussi de recueillir l'eau et de ne pas la voir disparaître par infiltration dans le sous-sol. Il faut conserver à l'esprit que nous sommes ici dans une région calcaire où la roche est poreuse et fracturée. Ces couches d'enduit ont été dégagées récemment. Leur épaisseur importante, de l'ordre de 7 cm, permet d'obtenir un revêtement complètement imperméable. Son utilisation permet de protéger les habitations des infiltrations d'eau. On constate également la présence de pigments rouges. La plupart des murs et des façades étaient peints dans cette couleur. Il est difficile de se faire une idée de la splendeur de Tikal quand aujourd'hui les pyramides ont le teint de pierre grisâtre. Une reconstitution nous permet de découvrir la cité il y a 1200 ans. Une ville fondamentalement rouge dont le sommet des pyramides semble flotter au-dessus de la forêt. Un ensemble architectural impressionnant, mais qui laisse intact le problème de l'eau. Comment faisaient les 60 000 habitants pour vivre? Vernon Scarborough soupçonne l'existence d'un système de récupération des eaux de pluie à l'échelle de la ville. Grâce à cet appareil, il effectue des mesures de déclivité sur la grande place. Le chercheur pense en effet que celle-ci a pu être utilisée comme un gigantesque collecteur d'eau. Les mesures confirment ses intuitions. La place a une forme inclinée. Ça descend de plus en plus. Nous sommes à environ 1 mètre en dessous du niveau le plus haut. Le gradient est tout à fait significatif. Il faut imaginer que la réalisation d'une place comme celle-ci, légèrement en pente, suppose un travail impressionnant de conception et de construction. On a l'impression qu'il s'agit d'une surface plane, mais pas du tout. La légère inclinaison permet à l'eau de ruisseler sur toute la surface pendant la saison des pluies. C'est absolument intentionnel et très précisément construit. L'eau collectée sur la place